Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro boulot dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre mon indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de cette belle, chère et tendre liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans tous mes contenus. J'y parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel, avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas d'abord à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Et si vous voulez un avant-goût de tout ça, je vous ai même préparé une formation de plus d'1h20 complètement gratuite qui s'appelle Les 4 piliers de l'indépendance financière. Elle a déjà été téléchargée plus de 1000 fois, bien plus de 1000 fois, et elle réunit et elle explique tous les leviers que j'ai utilisés et que j'utilise encore pour vivre cette belle liberté au quotidien. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir et une grande chaleur que je vous retrouve pour cet épisode. Alors, j'ai pas l'impression de vous avoir quitté il y a longtemps puisque, pour être parfaitement honnête, les 2 épisodes de l'été, les 2 épisodes du mois d'août, je les ai enregistrés sur 2 jours. Donc, voilà, je vous ai pas quitté il y a longtemps, moi en tout cas. Et je vous retrouve surtout chaudement dans le studio aujourd'hui. Voilà, j'ai pas encore la clim dans ces bureaux et ça se ressent. J'enregistre tôt le matin pourtant, mais il fait déjà très chaud. Donc, on va changer un peu les habitudes, hein. Je vais pas dire un grand merci à tous les auditeurs qui m'ont mis un commentaire sur le podcast de la dernière quinzaine, puisque pour l'instant, il n'est encore pas sorti. Donc, je vous épargne le retour sur tous les réseaux sociaux. Mettez-moi quand même des notes, hein. Profitez-en. Aidez-moi à faire connaître ce podcast. N'hésitez pas. Je suis curieux d'avoir vos retours sur le podcast de la dernière quinzaine, mais je découvrirai ça au fil de l'été, en tout cas. Et si toutefois, vous avez envie de m'écrire cet été, n'oubliez pas de le faire sur mon seul et unique compte, hein, Une vie de liberté, avec la petite étoile bleue que je rack tous les mois pour éviter que vous ayez des gens mal intentionnés qui viennent vous vendre des placements crypto sous mon nom. C'est quand même mieux d'éviter ça. Donc, je vous propose qu'on passe directement à la rubrique news, parce qu'il y a quand même quelques news. Oui, l'été touche à sa fin. Au moment où ce podcast sort, on est le 26 août. Donc, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. J'espère que vous avez fait comme moi, vous avez planifié votre rentrée au moins jusqu'au mois de décembre, que vous connaissez votre liste d'actions à faire jusqu'à Noël, les actions qui vont renforcer votre indépendance financière ou qui vont vous permettre d'y accéder justement, les petites actions. Et si jamais vous ne l'avez pas fait cet été, c'est pas trop tard. On n'est pas encore au mois de septembre, il reste quelques jours. Moi, je sais que j'ai vraiment besoin de ça, de me dire, OK, quelles sont les étapes jusqu'à Noël ? Là, on a prévu des nouveaux programmes de formation avec les Gentlemen Investisseurs. J'ai prévu des petites surprises de mon côté. J'ai prévu des petites surprises sur Nouveau Départ avec Fabien. On a bien entendu les masterminds qui arrivent là. Je vais justement vous en parler. Mais voilà un peu ma fin d'année, elle va être chargée. Malgré tout, même si elle le sera beaucoup moins que ce qu'elle devait être, et je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure dans le retour sur le podcast de la dernière quinzaine, parce que j'ai quand même prévu quelque chose où justement mon année est moins chargée, ça me permet aussi de souffler un peu, et aussi de nourrir un peu ma créativité. Je vais vous parler de tout ça. Mais donc voilà, en tout cas, pour en revenir à vous, si vous savez toujours pas ce que vous allez faire comme action, que ce soit sur votre patrimoine immobilier, sur votre patrimoine boursier, sur votre patrimoine crypto, jusqu'à Noël, ou sur vos objectifs, c'est pas bon, quoi. Là, vous devez avoir des actions à mettre en place. Donc, on est encore en août, il reste 5 jours, c'est pas trop tard pour que vous puissiez attaquer la rentrée de septembre avec des actions concrètes. Je pense que c'est une bonne chose. Je termine les news avec justement les masterminds. Le premier, c'est le mastermind moto des Gentlemen Investisseurs. Oui, on repart un peu en vacances, hein. C'est quand même des vacances, hein. Même si on discute et on bosse un petit peu de façon informelle entre nous. Ça aura lieu du 22 au 28 septembre. On fait le tour de la Sardaigne
Donc le Freedom Bike Tour, 4e édition déjà, incroyable. Il reste seulement 2 places. Donc je sais que l'événement approche. Au moment où vous écoutez ce podcast, c'est dans 1 mois. Je ne sais pas si on partira tous ensemble en séminaire, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que je serais vraiment ravi que vous puissiez partir avec nous. Ravi de faire la connaissance d'un motard de la team. Donc voilà, si tu es motard, si tu as envie de te reprendre une dose de vacances dans 1 mois, n'hésite pas à nous rejoindre pour ce Mastermind Moto. J'aimerais bien qu'on soit complet et ça serait fantastique. J'arrive pas à croire qu'il n'y ait pas 2 motards dans la communauté. On accepte tout le monde, les filles, les garçons. Il y a déjà des filles qui se sont inscrites. On peut être complètement débutant en moto. C'est moi qui gère le groupe des débutants. Et croyez-moi, on va doucement et on y va tranquille. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous invite vraiment à vous inscrire et à venir avec nous. Un autre événement où je vous invite à vous inscrire, c'est la parenthèse indépendance numéro 7. Elle aura lieu du 7 au 9 octobre. On a vendu encore 1 place hier entre le podcast d'hier et aujourd'hui. Donc il ne reste plus que 5 places pour cette parenthèse indépendance. N'hésitez pas à venir. Je sais que au moment où j'enregistre ce podcast, je suis en train de parler avec 2 couples qui hésitent à venir. Donc, ne traînez pas trop parce que je pense que les places vont partir quand même assez vite dès que ça va approcher. Aujourd'hui, c'est dans à peine plus d'un mois et demi au moment où vous écoutez ce podcast. Un petit mois et demi. Donc, franchement, venez, ça va être encore exceptionnel et la prochaine, elle sera que dans 1 an. Donc, si vous avez envie de venir bosser avec moi, avec Fab, avec Ben, avec mon Yann, écoutez, n'hésitez pas. Je pense que ça va être, ça va être encore un événement exceptionnel. Et la dernière chose dont je veux vous parler, c'est le coaching intensif Nouveau Départ. J'en ai pas beaucoup parlé sur Une vie de liberté parce que c'était loin. On fait plus que 2 sessions par an avec Fab. La prochaine, elle aura lieu les 21 et 22 novembre. On a encore vendu 1 place hier, donc il ne reste plus que 3 places pour ce coaching intensif et on n'en fait que 2 par an. Le prochain sera au mois de mai. Donc voilà, je vous invite encore à venir si vous sentez que vous avez des élastiques qui vous tirent et qui vous empêchent de réaliser votre plein potentiel, qui vous empêchent de vous révéler, qui vous empêchent de tout simplement d'avancer et de vivre heureux. Voilà, je vous invite vraiment à nous rejoindre. Ça sera la 3e édition et à chaque fois, c'est absolument incroyable. Donc voilà, venez nous rejoindre. J'en ai fini avec les news, ça va aller vite cette semaine. Et je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la dernière quinzaine. Et comme du coup, je ne l'ai pas découvert, c'est moi qui vais vous faire un retour, un petit retour perso. Parce que ces derniers temps, un petit message de tonton du coup, ces derniers temps, j'enchaîne les messages hyper bienveillants et les retours hyper bienveillants. J'ai encore eu le temps d'avoir quelques retours sur le podcast que j'avais fait sur mes vacances à Miami et ma rencontre aussi avec Booba qui fait partie du podcast. Et j'ai reçu des messages de votre part hyper touchants. Vous me dites que ça vous inspire, que ça vous aide et des messages de personnes qui sont on va dire, la majorité silencieuse, de la communauté, qui écoutent le podcast depuis 4 ans, qui m'ont jamais écrit un message et qui ont pris leur plume récemment pour me dire à quel point ça les avait aidés dans leur vie et tout ça. Alors, bien entendu, encore une fois, je suis que l'étincelle. C'est vous qui décidez de miser sur vous. C'est vous qui décidez d'avancer. C'est vous qui décidez d'aller encore plus loin pour vous développer, pour développer votre patrimoine, pour prendre tous ces risques. Donc, vous pouvez être extrêmement fiers de vous. Moi, si je suis une chose, c'est seulement l'étincelle. Mais en tout cas, les messages m'ont énormément touché. Et voilà, Une vie de liberté, c'est un podcast qui a une communauté extrêmement fidèle. On va fêter les 5 ans. On a juste un petit peu plus de 5000 abonnés. C'est fou parce qu'on pourrait croire que c'est pas beaucoup. Et pourtant, les podcasts font beaucoup de vues. Une vie de liberté, ça fait 20 000 écoutes par mois à peu près. Et les gens sont toujours là, des années après année. On évolue ensemble, on avance ensemble. Et ça me touche énormément. Et moi aussi, j'évolue. Et vous savez, au début de ce podcast, je dis je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens, investisseur. Et en fait, finalement, je pourrais aussi dire podcasteur parce que j'ai l'impression qu'avec le temps, j'ai commencé par Une vie de liberté, après j'ai fait les gentlemen, maintenant j'ai Nouveau Départ aussi, j'ai fait des vlogs et j'ai l'impression que j'assume de plus en plus ce côté créateur de contenu, auteur, et ça me fait du bien. Alors je suis toujours marchand de biens, je suis toujours investisseur, bien entendu, plus que jamais, parce que c'est autour de ces thèmes-là que je développe, et pour pouvoir développer là-dessus, il faut le vivre, et j'adore le vivre, mais j'ai l'impression que j'assume de plus en plus ce côté podcasteur, même dans la façon dont je me présente aujourd'hui aux gens. Et ça me donne envie de développer
encore plus dans le domaine de l'indépendance financière, de vous apporter toujours, pas toujours plus, mais toujours mieux, que ce soit dans les séminaires qu'on fait comme la parenthèse, dans les voyages qu'on peut faire ensemble entre investisseurs, dans les formations qu'on va proposer. Là, j'ai plein de nouveaux thèmes qui n'ont jamais été abordés, que j'ai vus nulle part. J'ai 2 formations perso que je suis en train de préparer. J'en ai sous le coude plusieurs avec Yann. Je ne vais pas tout dévoiler, mais j'en ai encore avec Fab. Donc, j'ai plein d'idées de choses où il y a des choses qui ont déjà été faites, mais on va les faire à notre manière. Et il y a des choses que j'ai jamais vues, qui n'ont jamais été faites, des choses que je découvre aussi quand je développe mon patrimoine, des nouveaux procédés, des nouvelles choses. Il y a des choses que je suis en train d'essayer de faire en ce moment et je galère comme un fou, notamment des refinancements de biens, des OBO, ce qu'on appelle de l'OBO, se racheter son propre patrimoine. Et je vais pouvoir vous apporter un maximum de choses là-dessus quand je l'aurai fait, quand j'y serai arrivé jusqu'au bout. Donc restez bien là parce que je pense que ça va être dingue. Et l'autre chose aussi que j'ai envie de vous partager, c'est que cette fin d'année, on a décidé d'arrêter des événements alors que ça marchait très bien et que ça se remplissait toujours très bien. On est passé de 4 parenthèses indépendance par an à une seule. On est passé de 3 masterminds nouveaux départs par an à un seul. Et on a enlevé donc des événements comme ça. Et c'est un choix quand même fort de décider de travailler un peu moins là-dessus alors que les événements se remplissent bien. Mais j'avais besoin de temps pour moi. Je ressentais ça, que j'avais besoin de plus de temps, puisque mon année 2023, on va dire l'année glissante, de 2022 à 2023, et pareil, l'année glissante 2023-2024, on va dire de juin à juin, quoi. Elle a été complètement folle, vraiment. Et surtout la 2023-2024, entre juin 2023 et fin juin 2024, j'ai pas arrêté, quoi. Que ce soit sur le business, que ce soit en séminaire, que ce soit vraiment dans les voyages, on a beaucoup partagé. Et j'ai ressenti ce besoin d'avoir un peu plus de temps pour tout simplement ne rien faire moins de choses. J'ai repris la lecture, par exemple, beaucoup. Ça m'a fait vraiment du bien. Il y a la formation ETF qui a 4 ans maintenant que j'ai envie de remettre à jour depuis des années maintenant, on va dire, au moins une année. Et surtout en faire une formation bourse. Vous savez que je suis pas un grand fan de la stratégie à dividendes. J'ai envie aussi dans cette formation de vous expliquer pourquoi. Et vraiment prendre le temps de le faire. Et pour ça, faut du temps. Il faut du temps aussi pour écrire les plans, pour ne rien oublier, pour être à 100% dedans. Et du coup, depuis le mois de juin, j'ai pris plus de temps. Et je vous avoue que c'est trop bien. Et je vous invite aussi à le faire. Je vous invite à prendre du temps pour vous. Et je ressens qu'en ce moment, entre toutes mes activités, j'ai vraiment le bon équilibre. Et je vous cache pas que ça fait du bien et que c'est fantastique de ressentir aujourd'hui cet équilibre, sentir que j'ai le bon équilibre. Alors, bien entendu, c'est toujours pareil, hein. L'équilibre, à chaque fois, il est précaire. Il y a des fois où il est parfait, il y a des fois où il l'est moins. En ce moment, il est très bien. Donc, je vais essayer de continuer de cultiver ça et je trouve ça chouette. Et voilà, j'ai de plus en plus envie de développer des projets perso, de continuer d'avancer, de prendre du temps pour le faire. J'ai l'impression aussi que je suis bien mieux organisé qu'avant, que de plus en plus, je me trouve organisé et ça aussi, c'est des choses que je vous partagerai avec le temps. On travaille sur quelque chose comme ça avec Fab. Donc, ça va être chouette. Vraiment, je pense que ça va être chouette. Donc voilà, je voulais partager ce retour et pour en revenir sur le départ, vous remercier tous infiniment, vraiment, pour les messages que j'ai reçus et la bienveillance que les messages contenaient. Ça me va droit au cœur. Je vous propose qu'on passe sur le podcast de la quinzaine. Et donc, ce sera Allô Tonton numéro 9. Je vous l'avais dit cet été, j'avais envie de pouvoir partager dans les podcasts et moins passer de temps à les préparer. C'est pour ça que ce format de réponse aux questions, pour moi, il est idéal. Ça me permet de bien profiter de mon été, de ne pas vous laisser sans contenu. Et puis, c'est toujours des contenus qui vous plaisent. Donc, encore une fois, merci à vous d'avoir joué le jeu. Et on va passer un très bon moment ensemble. On prend un premier message de Pierre. Pierre qui me dit
Bonjour Tony, je souhaite tout d'abord commencer ce mail en te remerciant pour le contenu que tu apportes au travers de tes podcasts et de tes vidéos. Je t'ai découvert grâce au podcast Money Mindset par hasard et j'ai beaucoup accroché à ton approche de la liberté financière et de ton état d'esprit. Donc un petit coucou à mes camarades du Laurent et Charlotte du podcast Money Mindset qui étaient venus m'interviewer ici même d'ailleurs dans ces bureaux au départ où on les avait. Je m'appelle Pierre, j'ai 24 ans et après moult domaines explorés, je suis reparti sur les bancs de l'école dans une formation d'infirmier où j'y suis très épanoui. J'ai commencé mes investissements depuis 1 an maintenant, crypto, bourse, et je suis en train de finaliser un projet entrepreneurial de mise en location d'un photobooth pour m'assurer un revenu correct sans être obligé de sacrifier mes week-ends entiers et mon énergie pour des revenus modestes. Car autrement, je n'ai aucun revenu, mais aussi aucun loyer car je vis chez mes grands-parents pour le moment, logement auquel je n'aurai plus accès d'ici la fin de l'année, donc l'obligation de me prendre un loyer à autour de 600 € par mois. Mon problème est le suivant. Je désire ardemment commencer à investir dans l'immobilier et diversifier mes investissements, mais je ne sais pas comment m'y prendre avec mon statut d'étudiant. Mon père me suit dans mon projet en se portant garant et me fait confiance quant à la gestion de celui-ci. Je manque encore de connaissances que j'essaye de pallier en me documentant un maximum sur le sujet. Pour le moment, j'envisage de créer une SCI pour la gestion du prêt bancaire et du bien, mais il semblerait qu'il y ait certaines obligations assez lourdes et des frais de gestion assez élevés. C'est mon premier investissement locatif et j'ai pas envie de faire d'erreur, chose compliquée en commençant, sachant qu'en plus, j'embarque mon père dans cette histoire. Bref, je suis un peu perdu. Est-ce que je dois m'engager dans une ERP que je retape sur mon temps libre, un appartement, un immeuble ? Je ne sais plus trop où orienter mes recherches, ni comment m'y prendre, sachant que je suis dans un coin assez huppé, où les logements se monnaient relativement cher. Je suis de la région de Granville. Aurais-tu des conseils pour m'aiguiller et éclaircir mes inquiétudes ? Je te remercie d'avoir pris de ton temps pour lire mon message. Je te souhaite une bonne lecture et une agréable fin de journée, Pierre. Et Pierre, il nous dit merci pour la recommandation de la technique du succès d'André Muller. Ce livre m'a profondément touché et marqué. Je le garde précieusement sur ma table de chevet, à côté de Penser pour moi-même de Marc Aurèle. Quel bon bouquin. Bravo à toi. Franchement, avec ça sur ta table de chevet, c'est vraiment parfait. Donc merci à toi, Pierre, pour ton message. Merci à toi. On va essayer de dénouer tout ça parce que voilà, tu commences juste de travailler finalement. Tu commences, tu es toujours étudiant, tu vas juste commencer ta vie professionnelle. Et voilà, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut raison garder. Donc, tu es typiquement dans le cas du débutant en immobilier. Et nous, ce qu'on conseille, on a fait une formation là-dessus. C'est Rookie Booster, cette formation, pour comment faire les choses bien quand on démarre dans l'immobilier, quand on démarre tout juste, quand c'est notre premier achat. On l'a fait avec Yann et moi, sur les gentlemen investisseurs. Pour nous, il y a 2 axes principaux. Il y a vraiment 2 idées principales pour se lancer. C'est d'abord l'achat-revente en résidence principale. Alors pourquoi l'achat-revente en résidence principale ? Aujourd'hui, tu commences, tu as 0 épargne, tu n'as pas grand-chose devant toi. La banque, elle va le plus facilement te prêter pour ta résidence principale. Et le gros avantage qu'on a, si par exemple tu fais tes travaux toi-même, ou si tu achètes vraiment en dessous du prix du marché, si tu trouves un levier de valorisation sur cette résidence principale, donc il n'y en a pas 50, c'est soit une anomalie de marché, soit tu achètes vraiment très très bien, tu peux faire les travaux, soit tu fais les travaux toi-même et du coup tu économises sur la main-d'œuvre et tu vas pouvoir revendre avec une plus-value. Cette plus-value, elle n'est pas taxée, elle est exonérée d'impôts, donc tu peux te la mettre directement dans la poche. Donc moi, je commencerais bien par ça pour prendre un petit billet de 10 000, 20 000, 30 000 euros qui me fait un apport pour un futur bien immobilier ou qui, en tout cas, me fait une belle épargne de sécurité pour la suite. Et ensuite, avant d'aller faire une SCI, pour moi, la première niche fiscale à exploiter, même si aujourd'hui, elle commence à prendre un peu de plomb dans l'aile et qu'elle est dans le collimateur, ça reste le loueur meublé non professionnel, le LMNP. Et l'idée, ça serait d'acheter un premier investissement locatif, un premier studio, un premier petit appartement, pour le mettre en LCD. Pour moi, quand on débute, c'est là où il faut vaincre l'inertie du départ, c'est là où il faut mettre du charbon dans la cheminée à mort. Donc, l'achat-revente en RP, c'est super parce que tu encaisses du cash tout de suite. C'est pas du cash de demain, après-demain ou dans un an. C'est du cash tout de suite. Et la stratégie de louer un appart en LCD, là, tu vas faire de l'oseille tout de suite. Tu vas faire du cash flow tout de suite. Donc ça, c'est vraiment pour moi des stratégies qui sont excellentes. Ton idée de photobooth pour les mariages, c'est bien aussi.
Tu peux envisager aussi la sous-location. Ça, c'est un bon business, la sous-location. Quand tu démarres de rien, faut être prêt à te prendre des portes parce que tu vas faire 100 visites pour toucher 10 personnes. Tu vas te prendre 9 refus pour en avoir un. Mais si tu arrives à rentrer un appart en sous-loc, tu mets 0 argent et tu vas pouvoir encaisser des loyers. Donc, je pense que c'est aussi une bonne solution quand on démarre. Pour moi, la SCI, par contre, ce sera plutôt dans un second temps. Fais déjà ça, je pense, avant de t'embarquer dans une SCI. Une SCI, c'est pas interdit. Mais bon, par contre, ça fait des frais de gestion. C'est de l'argent qui va être dans la SCI si c'est une SCI à l'IS. Donc, ce ne sera pas du cash flow que tu pourras toucher tout de suite ou de l'argent que tu pourras toucher tout de suite, comme si tu vends ta RP ou si tu récupères du cash flow sur un bien que tu possèdes en nom propre. Il y a une solution pour acheter avec ton papa, s'il veut t'aider sans qu'il soit propriétaire du bien. Tu n'es pas forcément obligé d'être co-acquéreur du bien. Ton père, il peut être co-emprunteur, tout simplement. C'est-à-dire que tu empruntes avec lui, tu rembourses toi-même le crédit. Lui, il va porter le risque, mais il n'a aucun bénéfice. Mais ça peut fonctionner, que ton père soit co-emprunteur. Il est caution, en fait, quelque part. Il est solidaire avec toi du crédit, mais il possède rien. Ou alors, vous pouvez acheter en indivision avec ton papa. Ça évite déjà des frais, si vous vous entendez bien, et il peut prendre que 10% des parts dans l'indivision et toi 90% des parts. Si tu fais une ERP comme ça, il y aura 90% de la plus-value qui sera exonérée et 10%, il y aura de l'imposition, il y aura 36,2 d'imposition, mais ça sera pour la partie de ton père. Donc, voilà un peu des pistes pour commencer en mettant le moins de frais possible. Moi, ce que je peux te conseiller par-dessus tout, c'est de te former et de commencer petit. Voilà, commence petit. T'envoie pas en l'air sur des trucs trop chers. Même si tu es dans une région qui est un peu chère, c'est super bien pour l'achat-revente en RP, par exemple. Mais pourquoi pas aller un peu plus loin pour ton appartement, pour ton premier appartement en LCD, par exemple. Tu peux aussi attaquer par la LCD, pourquoi pas, hein, et faire passer cet appartement pour ta RP. Comme ça, le crédit passera peut-être plus vite. Puis une fois que tu as le crédit, tu changes d'avis et tu le mets en location en LCD. Mais encore une fois, voilà, forme-toi, commence petit et tu as le temps. Tu n'as que 24 ans, tu es encore étudiant. Donc, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, faut gravir les marches petit à petit. Je sais que t'as la dalle et que t'as envie d'aller vite, mais voilà, pas à n'importe quel prix. Pour moi, commencer l'IMO sans épargne du tout, c'est aussi extrêmement risqué. Là, si demain t'achètes un appartement que tu veux mettre en Airbnb, t'as absolument 0 épargne et t'achètes un appartement à 100 000 balles, patrimoine net, t'as 0, grosso modo, ou peut-être 10 000 balles si t'as bien acheté. Patrimoine brut, t'as 100 000 et t'as les emmerdes à la hauteur du patrimoine brut. Un chauffe-eau, une cuisinière, du chauffage, une baignoire, une douche, tout ce qui peut lâcher et t'ennuyer, voilà, sans trop de revenus en face. Donc, t'as les emmerdes à la hauteur du patrimoine brut. Faut jamais l'oublier. Donc, au départ, c'est le plus difficile. Plus tu gagnes, plus c'est facile d'avancer. Aujourd'hui, je suis en train de travailler sur les stratégies d'effet de levier. Quand tu peux faire du levier sur ton propre patrimoine, que ce soit avec des contrats d'assurance vie, des crédits lombards, mettre en caution tes propres biens, plus tu avances, plus c'est facile. Et c'est au départ que c'est difficile. Au départ qu'il faut mettre du charbon dans la cheminée là, pour la faire cracher à mort. Donc, je sais qu'au départ, c'est le plus difficile et c'est là où il faut justement mettre le plus de chance de ton côté en faisant des stratégies à haut rendement. Donc moi, si tu veux mon avis, je ferais ça. Je ferais un aller-retour en RP d'abord pour faire du cash et ensuite je ferais un appartement en LCD pour faire le plus de renta possible. Voilà ce que je peux te dire, mon petit Pierre. J'espère que ça t'aura aidé. Et je vous propose qu'on passe au message d'Emmanuel. Emmanuel qui me dit « J'arriverai peut-être un peu tard pour le « Allô tonton, mais je te partage mes interrogations actuelles. » Mais non Emmanuel, tu es just in time. Je suis papa de 2 garçons et propriétaire de ma RP depuis fin 2015. Avec ma femme, nous avons la tête pleine de projets que nous essayons d'organiser lors de nos périodes de cerveau disponible et de main libre. Pas toujours facile avec des jeunes enfants. Le projet actuel concerne la remise au goût du jour de notre rez-de-chaussée. Bon, ça c'est la RP. Même si nous faisons beaucoup par nous-mêmes, la simple gestion d'un plombier n'est déjà pas si simple. Ouais, je connais ça. Mais venons-en au fait, c'est pas sa question. Les 2 principaux projets immobiliers sont un achat d'une maison à rénover dans notre commune, elle est attractive par le fait d'être dans Nantes Métropole, et l'installation d'une cabane dans notre jardin pour y faire de la LCD. Pour l'achat de notre maison, il semble intéressant de la mettre en SCI au vu de tes podcasts et de tes formations, pour l'imposition, la protection en fonction des changements de loi possibles, protection par rapport à nos enfants et notre RP.
Là, à mon avis, tu commences à mélanger un peu des choses, mais on va avancer. Pour la mise en place d'une cabane dans notre jardin, ça me paraît plus compliqué pour faire un choix. Si j'ai bien compris, le fait de faire de la location sur notre RP impacte l'exonération sur la plus-value en cas de revente. Y a-t-il une solution pour cela ? Faut-il créer une SCI ou autre et est-ce possible ? J'espère être clair dans ma demande et que celle-ci est pertinente. Je te remercie par avance. Cordialement, Manu. Déjà, merci à toi, Manu, pour ta question. Il n'y a jamais de question bête, donc tu fais bien de la poser. Je pense que tu as de l'idée, tu as dû consommer énormément de podcasts et à mon avis, tu mélanges un peu les trucs. Il y a tout qui se bouscule, ça fait beaucoup d'éléments en même temps. Donc, tu mélanges un peu tout. Mais voilà, on va revenir vraiment sur ton projet. Grosso modo, l'idée, c'est d'acheter une maison avec un grand terrain pour faire ta résidence principale et mettre une cabane dans le jardin pour la louer en LCD. Si je comprends bien. Donc peut-être quand tu parles d'une cabane, est-ce que c'est une tiny house ? Est-ce que tu veux mettre une sorte de maison cube ? Est-ce que quand tu me dis une cabane, j'entends pas forcément une création en dur, quoi. Mais voilà. Alors ma première question, c'est si c'est pour acheter une RP, si c'est pour de la RP, pourquoi acheter en SCI ? À moins d'acheter en SCI à l'IR et encore parfois, c'est toujours un peu spécial, mais déjà si vous le faites entre époux, juste toi et ta femme, il n'y a pas d'intérêt de faire une SCI. Le mariage vous protège déjà sur énormément d'aspects. Si vous voulez mettre les enfants dedans, pourquoi pas faire une SCI ? Mais de ce que je comprends, les enfants sont petits pour l'instant. Donc mettre des enfants mineurs dans une SCI, c'est pas toujours un bon choix. Et tu me parles de revente, donc si c'est un bien qui n'est pas fait pour être gardé, moi je vois pas l'intérêt de créer une SCI, j'achèterais ça en nom propre, puisque tu vas bénéficier, justement, j'en parlais dans le message de Pierre tout à l'heure, tu vas bénéficier de l'exonération d'imposition sur la résidence principale quand tu vas vendre ce bien. Donc moi je me casserai pas la tête là-dessus, tu vois. Vraiment, j'irai vraiment pas chercher midi à 14h et j'achèterai cette maison en résidence principale, vraiment. En résidence principale et surtout en nom propre. Je ne ferai pas une SCI entre époux. Et ensuite, pour louer cette cabane, si tu fais une cabane dans le jardin, pour moi, tu peux la louer vraiment sans incidence sur la revente de ta RP. Parce que si jamais tu découpais le terrain et que tu vendais le terrain avec la cabane, là oui, tu détacherais un bout de terrain à bâtir qui n'est pas ta résidence principale, ou à bâtir ou pas d'ailleurs, hein, et tu serais imposé, il faudrait déterminer quelle était la valeur de ce terrain quand tu as acheté, combien tu le revends, et tu serais imposé à 36,2 sur la plus-value de ce morceau-là, puisque quelque part, tu vends un bout de terrain d'agrément avec une cabane, tu ne vends pas une partie de ta résidence principale si tu vends ça, si tu détaches. Mais tu peux très bien l'exploiter absolument comme tu veux. Au moment de revendre, tu arrêtes quelques mois avant, tu arrêtes de louer, et ensuite tu revends ta maison en entier, en un seul lot, hein, la maison, plus la cabane dans le jardin, ça sera une dépendance, et tu seras exonéré d'impôt sur la plus-value sur la totalité. Et pendant que tu exploites, pendant que tu loues, ce sera des revenus des BIC, hein, des bénéfices industriels et commerciaux, grosso modo, comme du LMNP, quoi. Donc voilà. Voilà ce que je peux te dire. C'est pour ça que je pense que tu mélanges un petit peu tout. Il faut vraiment revenir à la base. Si vous êtes entre époux, pour moi, il n'y a pas de raison de faire une SCI. Si ce n'est pas pour garder en patrimoine pendant des années, pour moi, il n'y a pas de raison de faire une SCI. Si ce n'est pas pour mettre les enfants à l'intérieur, pour moi, pas de raison de faire une SCI. En plus, c'est à chaque fois des frais. Si c'est une SCI à l'IR, tu pourrais avoir la transparence si tu revends pour l'exonération de plus-value. Si c'est une SCI à l'IS, c'est mort, hein, tu seras exonéré sur la plus-value. Et en plus, ces revenus-là, ils seront encapsulés dans la SCI. Donc pour moi, il faut acheter en nom propre, faire la cabane, tu exploites en LMNP, tu encaisses les revenus en BIC sur ta déclaration d'impôt, et le jour où tu veux revendre l'intégralité, ta maison avec le jardin, avec la cabane, tu arrêtes de louer quelques mois avant, et tu la revends comme une dépendance, et tu seras exonéré d'impôt sur la plus-value. Donc voilà ce que je peux te dire, mon petit Manu, pour ta question. Et on prend un message de Quentin qui me dit « Hello tonton, j'espère que tu vas bien. J'ai repris toutes tes vidéos depuis le début. Quel chemin parcouru. T'as du courage parce que ça en fait beaucoup quand même, hein. Et les Allons Tontons font toujours plaisir à la communauté. Merci à toi, mon petit Quentin. Pour ma part, si jamais tu traites ma question, cela concerne l'investissement immobilier. Ayant déjà plusieurs biens en locatif, 5, en meublé et en LCD, je souhaite bien évidemment continuer à enchaîner et tu as bien raison. Ayant un matelas de sécurité et de quoi injecter pour de l'apport, j'aimerais me lancer sur une première opération d'achat-revente en nom propre ou en indivision.
Tout ça pour voir si ça me plaît vraiment, car j'envisage la création d'une société en tant que marchand de biens. J'envisage d'arbitrer mon patrimoine et de revendre un de mes biens l'an prochain. Ma question concerne l'administration fiscale, car il y a un flou juridique sur la requalification en tant que marchand de biens et la notion de répétition dans le temps. Selon toi, si je revends le bien l'an prochain et que pour l'opération d'achat-revente, je fais la vente en 2026, le temps d'effectuer les travaux de rénovation, je ne comprends pas comment certains arrivent à faire des marges sans faire de travaux, je m'égare là, je vais t'expliquer. Y a-t-il un risque de requalification ? Sur quel type de bien conseilles-tu de se lancer pour de l'achat-revente ? J'aimerais pour ma part diviser une maison en plusieurs lots, mais là, c'est jouer avec le feu pour la requalification. Encore merci pour tout ce que tu nous apportes au quotidien. La bise, tonton Quentin. Merci à toi, mon petit Quentin. Merci infiniment pour ta question. Et encore bravo à toi pour ce beau parcours que je suis depuis le début. Et je trouve que c'est génial ce que tu fais. Alors, déjà, juste pour répondre à ta question, comment il y en a qui font des marges sans faire de travaux ? Tu n'as pas 50 solutions, hein. Tu as 2 solutions. Tu as l'anomalie de marché. Et d'ailleurs, j'ai bien le seum, comme disent les jeunes, puisque j'ai une anomalie de marché qui m'est passée sous le nez il y a 2 semaines, au moment où j'enregistre ce podcast. Une maison qui est sortie sur le bon coin avec un terrain à détacher qui était complètement hors marché, affiché à 190 000 €, si je te dis pas de bêtises, et qui pour moi en valait à 240, c'était déjà une affaire. Donc tu avais 50 000 € de hors marché. Et justement, affaire en marchand de biens, tu pouvais détacher la maison d'un côté, vendre le terrain de l'autre. J'ai visité trop tard. J'ai des gens qui ont fait une offre le matin avec seulement 40 000 € d'apport. Moi, j'ai fait une offre sans condition de financement et elle n'a pas été acceptée. Ils ont pris les premiers qui ont fait l'offre. Donc, c'était dommage, mais ça arrive. Voilà. Pour te dire que c'est des choses qui arrivent. La deuxième, c'est d'acheter en gros et de revendre à la découpe. Typiquement, diviser une maison en plusieurs lots, tu vas quand même avoir des travaux parce que tu vas avoir la cage d'escalier à refaire, tu vas devoir amener les fluides, amener des compteurs élec, amener le téléphone, amener Internet et ainsi de suite. Là, une astuce aussi pour faire de la marge sans travaux, c'est d'acheter un immeuble de rapport. Un immeuble de rapport que tu achèterais pour garder en patrimoine, ben là, tu fais un règlement de copro. L'immeuble existe déjà, il y a le nombre de lots, il y a tout ce qu'il faut. Tu fais un règlement de copro, tu vends les apparts. Et là, grosso modo, c'est tout simple. Tu achètes en gros et tu vends à la découpe. Si tu arrives à avoir un immeuble à 1 500 € du mètre carré en achetant en gros, il y a peut-être des gens qui sont capables de prendre l'immeuble à 2 000 € du mètre carré, appart par appart. Toi, tu négocies une grosse renta sur ton immeuble, tu négocies 10% de renta, et il y a des gens qui sont des investisseurs entre guillemets du quotidien. Tu vois, l'investisseur qui fait ça pour sa retraite, lui, il est prêt à acheter du 7%. Ben toi, entre le delta, tu fais ta marge à ce moment-là. Donc, voilà comment il y en a qui font de la marge sans travaux. Ensuite, pour répondre à ta deuxième question, il faut bien faire la différence entre le fait d'arbitrer ton patrimoine existant et vendre ta nouvelle opération de marchand. Si tu veux, l'administration fiscale, quand elle voit que tu as possédé un bien au moins plus de 2 ans, tu vois, que tu l'as mis en location, que tu as encaissé des loyers et que tu le revends, pour l'administration fiscale, c'est pas de l'achat-revente, ça, c'est pas du marchand de biens. Il y avait clairement une intention de louer, et puis tu l'arbitres pour le revendre. Bah forcément, tu payes ton impôt sur la plus-value. Donc l'administration fiscale, elle n'est pas lésée là-dessus, quelque part. Et pour qu'il y ait requalification en marchand de biens, il faut 2 choses. Il faut l'intention spéculative. Donc là, si tu fais une plus-value, on pourrait dire qu'elle y est. Et il y a aussi un critère de fréquence. Combien de temps tu le fais ? Combien d'opérations tu fais chaque année ? Mais tu pourrais bien acheter 10 biens en 2024. Si tu vends ces mêmes 10 biens dans la même année en 2034, tu les as loués pendant 10 ans, tu peux bien les vendre les 10 dans l'année et avoir un critère de récurrence énorme parce que tu vends presque un bien par mois. C'est pas du marchand de biens parce que tu as gardé les biens pendant 10 ans. Ça, c'est de l'arbitrage de patrimoine. Donc, dis-toi que c'est 2 choses à part. Tu pourrais très bien revendre tes 5 biens dans la même année. Ça ne serait pas du marchand, là, puisque tu les as possédés, mis en loc. Il y avait vraiment l'intention spéculative. On ne peut pas la retenir parce que c'est vraiment quelque chose que tu as fait avant tout pour toucher des loyers, pas que pour faire une plus-value sur la revente. Donc, voilà ce que je te dirais. Et maintenant, on va parler de ton opération d'achat-revente. Donc là, si tu achètes un appartement, que tu le rénoves et que tu le revends, dans l'année, une fois, ça peut passer.
franchement, je pense qu'une fois, ça peut passer. Tu peux dire que tu voulais le mettre en loc, finalement, tu as changé d'avis, tu es trop endetté, tu trouves quelque chose, tu as quelque chose à répondre à l'administration fiscale, ça peut passer. Maintenant, si tu achètes une maison, que tu la revends en plusieurs lots, et que tu revends, tu fais par exemple 3 lots et que tu revends les 3 lots dans l'année, là, faut pas déconner. Hein. Si tu revendais la maison en une seule fois, en une seule vente, pourquoi pas? Maintenant, si tu découpes pour faire plus de marge et que tu revends bien par bien, là, il y a clairement une intention spéculative et il y a clairement le critère de fréquence. Tu l'as pas gardé, tu l'as pas mis en loc, tu l'as pas loué. Là, ça ne marche pas. Si par contre, tu décides de garder un seul lot, là, finalement, tu fais ce qu'on explique dans la formation Immo Pépite. Tu peux expliquer à l'administration fiscale que finalement, tu étais trop endetté, que tu t'es rendu compte qu'une fois que tu avais fait la maison, tu avais explosé ton endettement et que tu as décidé de revendre, tu avais 3 lots, tu as décidé d'en revendre que 2. Comme ça te remboursait presque tout ton crédit et ça t'en laissait un sans crédit que tu pouvais garder. Là, ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. On est d'accord qu'on est sur la corde raide. Hein. Mais si tu en gardes vraiment un pendant derrière au moins 2 ans ou 3 ans, vis-à-vis de l'administration fiscale, tu dis c'était vraiment ça. Quoi. Je me suis rendu compte que je me suis trop endetté, ça m'a fait peur. Je me suis rendu compte que si je vendais ces 2-là, ça me désendettait en soldant le crédit, que je gardais un bien en patrimoine. C'est de la gestion de bon père de famille finalement. Je voulais pas mettre alors t'as pas de famille pour l'instant, mon petit Quentin, mais je voulais pas me mettre en danger personnellement. J'ai préféré me désendetter et faire comme ça. Mais par contre, je voulais garder absolument cet appartement. J'ai gardé celui-ci, tu vois. Et même si à la limite tu vas l'habiter, tu vois, par exemple, ça alimente encore plus ton histoire. Donc voilà un peu pour la deuxième partie de ma réponse. Et ensuite, ce que je peux te dire, c'est dans quoi te lancer. Pour moi, alors tu me parles pas des terrains, mais moi je vais t'en parler. Les terrains en ce moment, ça reste un peu compliqué. Aujourd'hui, ce qui souffre le plus, c'est le neuf. C'est les maisons individuelles et l'immobilier neuf, les appartements neufs. C'est ce qui souffre le plus en ce moment. Donc, je te conseillerais pas de te lancer vraiment là-dessus. Ça paraît paradoxal en vendant une formation division foncière expert, en ayant un livre sur la division foncière. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais moi, je continue de le faire. Mais je le conseillerais à des marchands de biens expérimentés pour vraiment savoir où tu mets les pieds, avoir des rentabilités exceptionnelles. Tu vois, en ce moment, on est en train de signer une affaire où on a plus de 53% de marge sur le papier. Et si on assure la commercialisation des lots nous-mêmes et tout, on va monter quasiment à 80%. Quand tu as une OP où tu es à 80% de marge, tu t'en fous en fait. Tu vends 3 terrains, t'as tout soldé et il te reste les 3 autres terrains pour faire ta marge dans le temps. Ça se refuse pas des OP comme ça. Tu t'en fous même si elles durent 3-4 ans. Mais par contre, il faut plus prendre des OP à 15, 20, 25%. Faut exiger plus de marge que ça. Donc moi, ce que je te conseillerais, c'est de la découpe en volume, tu vois. Soit un studio à rénover, tout simplement, soit de la mise en copro d'immeubles, pour moi c'est le mieux, soit de la découpe en volume, acheter plusieurs petits bâtiments à côté, les revendre à la découpe. C'est ce qui souffre le moins, l'ancien, en ce moment. Et le neuf et les terrains à bâtir, c'est le pire. Donc voilà, ce que je peux te dire, mon petit Quentin, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Et on a un message de Robin. Robin qui me dit « Salut Tony, il y a un sujet qui me semble intéressant mais délicat. La liberté dans le couple. Et je ne veux pas évoquer ici le libertinage. J'avais compris quand même. C'est une vie de liberté, c'est pas une vie de libertin. Surtout après ma tirade du dernier podcast, tu as compris que j'étais plutôt droit dans mes bottes. Il s'agit de parler du niveau d'engagement par rapport au besoin de vivre sa vie. Beaucoup voient le couple comme on est tout le temps ensemble, on fait tout ensemble. Même si on se dit très indépendant de l'autre car on ne fait pas le même sport, ni le même boulot, on est quand même dans le même bateau, si bien que cela passerait mal de prendre ses vacances sans l'autre. Si l'un a plus de temps que l'autre, il est souvent cantonné à gérer la famille, la cuisine, la maison, le jardin, les papiers, pour soulager l'autre, et du coup, le temps qu'il s'est libéré s'est rempli aussitôt, spirale infernale, prison dorée. Si un jour tu délaisses tout ça pour te divertir, parce qu'après tout, quand on était dans le salariat, on n'était pas dispo pour passer l'aspirateur en même temps, ça va faire un changement brutal pour le partenaire, habitué à ce confort si naturel qu'il ne comprendrait pas. Ou alors, tu bosses encore plus pour gagner assez, pour pouvoir embaucher du personnel et aller au resto tous les soirs. Bref, cela nous ramène pas mal à l'émancipation des femmes dans les années 70, et cela revient avec l'émancipation de l'investisseur immo-rentier. J'aurais pas pensé la comparaison, qui lui a des revenus lui permettant d'assurer un train de vie de divertissement.
Le plus compliqué, c'est avec les enfants, car on doit les assumer H24. On ne se défile pas comme ça, sinon ça risque d'être pour un bon moment, je te confirme. La solution pourrait être un objectif commun d'avancer ensemble vers plus de liberté. Chacun y trouverait son compte, du moins sur le papier, il me semble. La solution, là, du dialogue et encore du dialogue, des doutes, des peurs, des incompréhensions. On va discuter, mon petit Robin, là, hein, on va discuter. Hein. Et le Graal, le vrai amour qui prend le dessus. Alors, ça veut dire quoi, le vrai amour, hein? L'amour qui comprend l'autre et le laisse libre, malgré ses convictions sur le fait de faire couple. On va discuter de tout ça. Et après tout, le besoin de liberté me semble intimement lié au besoin de se retrouver seul par moment, je te confirme, être son propre guide, assumer ses choix, vivre sa vie. Voilà, si le cœur t'en dit d'épiloguer là-dessus, il y a un vrai sujet. PS. Je suis en couple avec une mère de 2 enfants. Au début, elle m'a bien fait comprendre que je devais me plier au rythme familial pour les enfants. J'ai compris et fait le nécessaire. Ce schéma étant ancré, il faut quand même être 2 pour gérer une vie de famille de manière respirable. Il est compliqué de se détacher de ce cadre. Il n'y a qu'une fois les enfants plus grands que la liberté de mouvement se dégagera. Respirer, je pense que tu en as bien besoin, mon petit Robin, quand je lis ton message, parce que pour quelqu'un qui veut de la liberté, ça sent pas trop la liberté, cette histoire-là. Donc, je vais répondre à ta question. On va vraiment prendre du temps pour répondre. Pour moi, avant de vouloir être en couple, il faut déjà être bien tout seul. Tu peux pas aller chercher chez l'autre ce que tu n'as pas vu chez toi, ce que tu n'acceptes pas chez toi, ce que tu ne comprends pas chez toi, ou ce que tu as l'impression qu'il manque chez toi. On est des êtres complets, tout est déjà à l'intérieur, toutes les réponses à tes questions, elles sont en toi, et tu peux pas chercher à l'extérieur ce que tu te donnes pas toi-même. Donc, ça, je le dis pas que pour toi, Robin, hein, je le dis d'une façon générale, et je le dis aussi pour moi. Moi, quand je me suis séparé en 2015, j'aurais pu être tenté au départ de faire des relations pansement, par exemple, parce que forcément, j'avais des blessures en 2015, je n'étais pas la même personne, il y a des choses que je n'avais pas compris. J'ai fait des erreurs, je suis allé dans des relations où je pense que j'ai essayé, avec ces relations-là, de combler quelque chose que je ne me donnais pas. Et il y a un moment, en 2016, où j'ai vraiment fait une pause et je me suis dit, je ne veux plus rencontrer personne tant que je ne m'offre pas cette légitimité. Et c'est à ce moment-là que j'ai atteint mon indépendance financière, que j'ai restructuré mon patrimoine, que je me suis rendu compte de ce que j'avais fait, que j'ai repris confiance en moi. Et que vraiment, c'est ce que j'ai raconté aussi dans Une vie de liberté, quand je suis parti en vacances tout seul, quand vraiment je me suis offert cette légitimité-là, que je me suis offert ce cadeau en fait de m'aimer, tout simplement, d'apprendre à vraiment me connaître. Et c'est par la suite, en 2017, que j'ai rencontré Hello, où j'étais prêt, justement. Tu vois, j'étais prêt parce que j'étais bien. Et l'idée, c'est ça, en fait. C'est déjà, avant d'être en couple, c'est déjà d'être bien seul pour bien se connaître et savoir ce que tu veux de ta vie et ce que tu veux faire. Quelque part, se mettre en couple avec quelqu'un, c'est décider de s'associer avec cette personne. Et c'est comme en business. En business, ça ne viendrait pas à l'idée de t'associer en SCI avec n'importe qui, avec quelqu'un ou qui ne partage pas tes valeurs, ou qui ne partage pas ta vision de la vie, qui ne partage peut-être pas ta vision politique des choses, et tout ça. Et en fait, se mettre en couple avec quelqu'un, c'est un peu la même démarche. Et il faut surtout voir si vos agendas, ils coïncident ou ils sont différents. Alors, quand je dis vos agendas, hein, c'est pas l'agenda que tu as dans ton Mac ou ton agenda papier. C'est vraiment vos agendas de vie, en fait, votre désir de vie. Tu vois, là, tu me dis que cette compagne, ta compagne, elle a 2 enfants. Est-ce que toi, tu veux des enfants dans ta vie? Est-ce que tu n'en veux pas? Est-ce que toi, si tu en veux, elle est prête à en faire? Est-ce que tu n'en veux pas? Est-ce que vous avez déjà discuté de ça? Tu vois, c'est toutes ces questions-là qui sont hyper importantes. Et souvent, quand on va chercher chez l'autre quelque chose qui nous manque au fond de nous, c'est tous les trucs qu'on met sous le tapis. On ne veut pas le voir, en fait. Et tu vois, on voit le vrai amour, le grand amour, on est emporté par la passion. Et on se dit, c'est pas grave ces choses-là, elle a des enfants, elle en veut plus, moi j'en veux, mais l'amour triomphera et on verra plus tard. Et en fait, non, on peut pas mettre ces choses-là sous le tapis, c'est des sujets qui sont hyper importants quand on sent qu'on a une connexion avec la personne, pour ne pas perdre du temps chacun de son côté, c'est des choses dont il faut parler, à mon avis, assez rapidement.
Est-ce que toi, tu veux des enfants? Est-ce que tu n'en veux pas? Est-ce qu'elle est prête à en faire d'autres? Quelle vision elle a de la vie? Quelle vision elle a du couple? Surtout dans une famille recomposée. Ça, c'est des trucs dont il faut énormément discuter. Et c'est là où, parfois, l'amour ne suffit pas, quelque part. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Parfois, au début, c'est de se dire qu'on a beau s'aimer, si nos agendas ils sont radicalement différents, si toi, tu rêves d'une vie de liberté, si tu rêves d'une vie de voyage avec tout ce que tu t'es offert, pourquoi tu vas pas chercher quelqu'un qui partage ça? Pourquoi tu prends une mère de famille, mère célibataire, au départ, hein, bien sûr, maintenant elle est en couple avec toi, mais qui a 2 enfants et qui veut les élever à un endroit, qui, de ce que je comprends en plus, n'a pas une garde partagée, hein, qui les a à plein temps, tout le temps. Quel est ton rôle là-dedans, quoi? Et on va avoir le temps d'y revenir, mais voilà. Je t'invite à te poser ces questions-là. Et tu me parlais de la liberté quand l'un l'a atteint et pas l'autre. Moi, c'est à mon sens, mais je suis assez clair là-dessus. Quelle est ton idée là-dessus? Pour moi, l'idée, c'est que la liberté, elle profite aussi au couple et à celui qui est moins avancé que l'autre. Typiquement, tu vois, alors aujourd'hui, j'ai plus de femme de ménage parce que j'ai du mal à en trouver une. Mais moi, j'ai plus d'indépendance financière qu'Hello. Je paye une femme de ménage, je paye un jardinier pour le jardin. Si je pouvais, je payerais un pisciniste parce que je m'occupe encore de la piscine et maintenant je m'occupe du ménage, le temps de retrouver une femme de ménage. Mais voilà, typiquement, la liberté elle doit servir à ça. C'est pas parce que j'ai du temps libre que j'ai envie de faire le ménage. J'avais déjà pas envie avant, j'ai pas envie maintenant. Et si, grâce à mes revenus, je peux permettre à Hello et de s'en libérer, de se libérer du jardin, de pouvoir aussi partir peut-être un peu plus souvent en vacances, c'est trop bien. Et bien entendu, c'est une discussion à avoir à deux. L'idée, c'est pas de subvenir aux besoins de ta compagne comme dans les années 70. C'est pas de dire je paye tout. Mais on n'est pas justement, comme tu dis, dans les années 70. Les femmes se sont émancipées. Et ça marche dans les deux sens. Hein. Ne venez pas dire que je suis misogyne. Mais l'idée, c'est bien sûr que l'autre puisse travailler, se réaliser, mais justement que ce soit au service de ça. Que ça lui permette peut-être d'avoir plus de liberté, plus de temps pour pouvoir se lancer à fond dans son boulot, dans son business, dans l'éducation de ses enfants, dans ce qu'elle veut. Mais c'est de former une équipe et d'en parler, justement. Quelles sont les limites de tout ça? Où est-ce qu'on les fixe? Jusqu'à quel point l'autre accepte que toi, tu payes un peu plus, tu vois? Mais pour ça, il faut discuter, il faut parler. Et pour moi, un couple, c'est décider de construire quelque chose ensemble. Mais pour ça, il faut avoir une vision des choses commune, une vision de la vie et de cet agenda de vie. Qu'est-ce qu'on va faire commune? Et pour moi, c'est là que la PNL, elle va être utile dans ta vie. Pour toi, Robin, c'est de te poser la question, remplir ton tableau des besoins, tes 5 colonnes du tableau des besoins. Tu peux pas être pleinement heureux dans ta vie en tout temps et en tout instant si tu réponds pas à tes besoins. Mais l'idée, c'est déjà de connaître tes besoins. Donc les 5 colonnes du tableau des besoins, on peut les refaire. La première, c'est les besoins matériels, besoins relationnels, besoins intellectuels, besoins spirituels et besoins oniriques, le besoin de rêver. Donc l'idée, c'est de savoir, toi, de quoi tu as besoin pour être heureux. Et ensuite, ton objectif de vie, tes objectifs doivent toujours répondre à des besoins pour te rendre heureux. Si tu cours après un objectif qui répond à aucun de tes besoins, c'est pas possible d'être heureux. Tu pourras pas y arriver comme ça. Donc, voir que cet objectif, cette relation, est-ce qu'elle répond à tes besoins? Tu vois cette idée un petit peu? Donc ça va être important. Et tu vois, ta solution, quand tu me dis l'idée c'est d'avoir un objectif commun, d'avancer ensemble vers plus de liberté, chacun y trouverait son compte, du moins sur le papier. Pour moi, ce que tu écris, ça me paraît juste évident en fait. Hein. Moi, je te connais un peu, Robin, on s'est vu plusieurs fois. Dans des voyages, tu es quelqu'un pour qui la liberté, elle brûle au fond de toi, quelque part. Donc, pour moi, ça me paraît juste évident, ces choses-là. Et quand tu m'écris des doutes, des peurs, des incompréhensions, je te comprends. Bien sûr, si tu es amoureux de cette personne, je doute pas qu'il y ait de l'amour. Maintenant, comme je t'ai dit tout à l'heure, parfois l'amour, ça suffit pas. Et l'idée, c'est d'aller chercher tes réponses maintenant. Si tu as des doutes, des peurs, des incompréhensions, c'est typiquement là qu'il faut aller. Donc, va poser tes questions à ta compagne, va chercher tes réponses et demande-lui comment elle voit sa vie. Et ensuite, regarde si vous voulez avancer dans la même direction. Ça me paraît évident. Toi, tu as soif de liberté, tu as soif d'insouciance, tu as soif de voyage. Donc, je ne crois pas que tu aies d'enfant, hein, Robin, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Mais pourquoi tu te mets en couple avec une personne qui en a 2
et qui, en plus, pour le coup, sont pas les tiens. Et quelle place aussi elle est prête à te laisser, ta compagne? Est-ce que tu as envie d'éduquer des enfants? Quand on se met en couple avec quelqu'un qui a 2 enfants, en bas âge, pas des enfants qui sont éduqués, qui vivent leur vie, quel rôle tu as envie de jouer là-dessus? Je vais même relire ta dernière phrase où tu me dis à la fin « PS, je suis en couple avec une mère de 2 enfants. Au début, elle m'a bien fait comprendre que je devais me plier au rythme familial pour les enfants. J'ai bien compris et fait le nécessaire. Ce schéma étant ancré, ça ressemble à de la résignation apprise là. Et il faut quand même être 2 pour gérer une vie de famille de manière respirable. Tu m'étonnes. Et il est compliqué de se détacher de ce cadre. Il n'y a qu'une fois les enfants plus grands que la liberté de mouvement se dégagera. » Ce que tu me décris là, ça s'apparente quand même à un sacerdoce. Est-ce que je sais pas quel âge ont les enfants, mais est-ce que tu as envie de sacrifier 10 ans ou 15 ans de ta vie en espérant qu'après vous ayez de la liberté? Donc voilà. Pour moi, Robin, je suis parfaitement honnête avec toi. Peut-être que ça fait oiseau de mauvais augure ou que je te dise ce que tu n'as pas envie d'entendre, mais pour moi, vous avez une grosse discussion à avoir. Va chercher tes réponses, pose-lui ces questions. Pose-lui la question de son agenda de vie. Où est-ce qu'elle te place, elle, dans sa vie, par rapport à elle, par rapport à la relation avec ses enfants, quelle place elle veut te donner dans cette famille et quelle place elle veut donner à votre histoire et à ta vision de la vie, à ce que tu fais, à ce qui t'anime, à cette liberté. Est-ce que ça lui parle? Est-ce qu'elle a envie de vivre ça? Quelle place elle y laisse? Et va chercher tes réponses, écoute-les et voilà. En tout cas, de ce que je peux te dire, c'est que c'est tellement plus simple, la vie, avec quelqu'un qui partage ta vision de la vie et ta vision des choses, que de vouloir faire rentrer un carré dans un rond. Voilà ce que je peux te dire, mon petit Robin, et n'hésite pas à me faire un retour. Et je t'embrasse. Et on a une dernière question de Maxime. Maxime qui me dit « Salut tonton, je voulais t'envoyer ce message pour tes podcasts. Allô tonton, j'ai 24 ans et je suis technicien, mais je n'aime pas ce que je fais. Je suis salarié 39 heures. En revanche, je suis fier de mon parcours personnel depuis bientôt 1 an. J'ai mis fin à mon ex, relaxation qui m'a coûté beaucoup d'argent et j'ai d'ailleurs fini de rembourser mes dettes le mois dernier. Félicitations avec toi. Ça, c'est un choix courageux plutôt que de s'enterrer dans une relation qui ne te correspond pas. Aujourd'hui, j'arrive à épargner 15% de mon salaire et j'ai environ 500 € d'épargne. Donc déjà, ce que je peux te dire à ce niveau-là, c'est que 15%, c'est vraiment le strict minimum, c'est le début si on veut atteindre l'indépendance financière. L'idéal, c'est d'arriver au moins à 25%. Et 500 € d'épargne, c'est tout petit, mais par contre, tu peux être fier de toi parce que tu as remboursé tes dettes. Et tu n'as que 24 ans. Donc, bravo à toi, c'est maintenant que tout commence. J'ai d'ailleurs profité de la réduction juillet 25, merci Yann, pour acheter la formation Rookie Booster car je suis motivé pour me lancer et vivre libre. Bravo à toi. J'ai plusieurs idées de business, services et locations, mais je ressens une certaine peur. Échec, perte d'argent. Je te rassure, on a tous peur. Moi encore aujourd'hui, des fois, j'ai peur. Et au moment où je fais ce podcast, on vient de se taper une tôle en bourse dans la journée à moins 2%, et je te dis pas que ça me fait plaisir. Donc parfois, on a tous peur. Mais il faut avoir foi en soi et foi en l'avenir. D'autre part, je sais qu'il ne faut pas se comparer, mais j'ai l'impression d'être en retard par rapport à mes amis ou à ma famille. Tout ceci fait que je suis actuellement en plein questionnement sur mon avenir proche. Est-ce que je dois épargner au maximum pour tout envoyer dans l'IMO? Est-ce que je dois changer de travail pour épargner plus? Mais ça ressemble à un début de rat race. Est-ce que je dois me concentrer uniquement sur mes petites idées de business? PS, je t'avais déjà écrit il y a 2 ans, mais je n'avais aucune épargne et je ne pouvais pas me permettre de prendre une formation. Aujourd'hui, je suis fier d'avoir acheté votre formation et je commence à passer à l'action. Je te remercie pour tout ce que tu partages et je te souhaite plein de bonheur à toi et toute ta famille. Merci. Merci à toi, Maxime. Merci infiniment. Alors, ce que je peux te dire sur la comparaison, Karl Lagerfeld disait le talent naît là où cesse la comparaison. Je ne l'ai pas fait avec l'accent cette fois-ci. Oh, un petit hommage à Karl Lagerfeld. Comment il faisait, Karl Lagerfeld? Le talent naît là où cesse la comparaison. Ce vieil accent allemand très mal imité. Mais il y a de l'idée, parce que j'ai ma petite couette à Karl Lagerfeld, parce qu'il fait extrêmement chaud dans le bureau aujourd'hui, donc je me suis attaché les cheveux. Donc voilà, non, blague à part, ne te compare pas. Ne te compare pas, c'est la meilleure façon de te déprimer. Je vais te donner un exemple, tu vois, parce qu'on n'est jamais à l'abri. Je suis tellement fier de ce que j'ai fait sur mon patrimoine, sur ce que j'ai créé, sur ce que j'ai réussi à faire. Je ne pensais jamais arriver à être
aussi riche, entre guillemets, et avoir autant de liberté. Quand je suis allé à Miami et que tu regardes le train de vie de certaines personnes, tu te dis, waouh, je suis même pas sur la première marche, en fait. Et pourtant, c'est pas vrai. Puisque quand je reviens de tout ça, je suis tellement heureux. J'ai une telle liberté en ce moment. La semaine que je viens de vivre, par exemple, j'ai enregistré 2 podcasts, j'ai enregistré un vlog, j'ai fait des visites IMO, j'ai fait mes 10 000 pas tous les jours, j'ai marché avec mon chien, c'était trop bien. J'ai fait de la muscu, je me suis baigné chez moi. C'était une semaine de liberté, de bonheur incroyable. Et j'ai pas besoin de me comparer à mon voisin qui aurait la même vie que moi et une Lamborghini. Il serait pas plus heureux. Et pour avoir une Porsche, j'adore ma Porsche. Ça ne me définit pas. Euh, c'est un kiff absolu, mais c'est pas ça qui fait le bonheur, même si c'est trop bien. Voilà. Donc, si tu veux, ne te compare pas, ne te compare qu'à toi-même. Et c'est ce que tu fais juste après en disant, je t'ai écrit il y a 2 ans, j'avais pas une thune. 2 ans après, j'ai viré mon ex, je peux enfin épargner, j'ai pu enfin prendre une formation. Là, le delta que tu as fait, il est colossal, donc compare-toi à ça. Bravo à toi pour ça. Et je te le dis sincèrement, c'est pas pour faire de la lèche, tu peux être extrêmement fier de toi, parce que tu as décidé de miser sur toi. Et ça, c'est ce que tu peux faire de mieux. Donc, ne te compare pas par rapport aux autres, et crois-moi, n'oublie jamais que la courbe de patrimoine, c'est une exponentielle. Bam! C'est flat pendant très longtemps avant que ça explose. Et j'ai été pendant très longtemps sur un pied d'égalité avec plein de gens où je me disais, mais moi, je charbonne comme un ouf, j'achète des biens immobiliers, je me bouge. Et pourtant, j'ai l'impression dans le même train de vie qu'eux. Mais en fait, quand l'exponentielle, elle commence à péter, c'est comme quand tu mets la nitro dans Fast and Furious. T'es irrattrapable parce que tu capitalises énormément. T'as des crédits qui s'arrêtent. Bam, ça vient s'ajouter. La bourse, les intérêts, ils se composent. Ça part. Les business que tu crées de la relation. Tu fais de plus en plus de business, de plus en plus d'affaires. Donc, de plus en plus d'argent. À un moment, t'es juste irrattrapable. Donc, concentre-toi, sur tout ce que tu peux faire un petit pas après l'autre. Et là, pour être parfaitement transparent avec toi, tu viens de prendre Rookie Booster, tu viens de prendre une formation. Je te conseille vraiment de la faire en détail, la regarder. Ça va être les mêmes conseils que j'ai donnés que je ne dise pas de bêtises, à Pierre au tout départ du podcast. Tu as la stratégie d'achat-revente en résidence principale. Tu as la stratégie d'achat d'un appartement et mise en LCD. Je pense que tu dois te concentrer au maximum là-dessus, pour moi. Bien entendu, tu dois épargner comme un fou. Dans Rookie Booster, c'est tout dit, ça. C'est avec les petites économies. Tu sais, il y a un dicton portugais qui dit « Avec des miettes, on fait des tranches, et avec des tranches, on fait du pain ». Je suis parfaitement d'accord avec ça. Pour moi, et encore, tu vois, après 15 ans d'entrepreneuriat et 2016, 8 ans d'indépendance financière, je suis toujours encore content de faire des petites économies. Tu vois, hier, j'ai gagné 40 balles chez le notaire. J'étais content quand même si c'est que 40 euros. Surtout qu'après, j'ai regagné 3000 balles d'économie de frais chez le notaire juste après. Donc, tu vois, j'étais content. Je suis sûr que c'est parce que j'ai pas méprisé les 40 balles que l'univers m'a envoyé 3000 euros de plus, tu vois. Donc, il n'y a toujours pas de petites économies. Et voilà. Après, est-ce que tu dois changer de travail pour épargner plus ? Je pense que oui. Tu me dis, ça ressemble à un début de rat race. Tu pourras pas y couper à un moment, si tu veux. Tu peux pas juste claquer des doigts et gagner plus. Ce que je te conseille, par contre, c'est essaye de trouver un taf où tu gagnes plus, mais qui te plaît. Moi, je suis sûr qu'il y a quelque chose dans quoi tu es bon et quelque chose qui te plaît. Le travail, c'est pas obligé d'être un sacerdoce. Moi, je me suis beaucoup imposé ça, je me suis beaucoup infligé ça, mais j'en parlais dans le précédent podcast. J'aurais pu démarrer les podcasts plus tôt. J'aurais largement pu démarrer le marchand de biens plus tôt. C'était juste une question de mental, de volonté, de mindset à l'époque. J'aurais dû me dire, mais qu'est-ce que je m'emmerde ? J'ai qu'à attaquer le marchand de biens quand je veux. Je me disais, oh là là, mais je vais faire de la concurrence à mes clients. Ils vont mal le prendre, peut-être. Peut-être qu'ils me donneront plus de boulot. Mes clients, ils faisaient 300 lots par an. Qu'est-ce qu'ils en avaient à faire que j'en fasse 10 ? C'était une mauvaise... Tu vois, c'était que des mauvaises perceptions. J'aurais même pu associer mes clients avec moi. J'aurais pu faire tellement de choses. J'ai pas osé. J'aurais dû oser. Donc, encore une fois, prends du temps pour toi, continue de te connaître, regarde dans quoi tu es bon, regarde ce que tu as envie de faire et essaye d'aller postuler pour un taf qui te plaît où tu vas gagner plus. Moi, je suis sûr que même dans ton taf actuel de technicien, je suis sûr que tu peux trouver peut-être quelque chose technico-commercial ou n'importe quoi. Un truc où tu as de la com, où tu es rémunéré à la com.
même si le boulot te plaît moins, au moins aller gagner de l'oseille, ça te motivera. Ce qui permet de tenir dans la rat race, ce qui m'a permis de tenir, c'est de se dire que ça fait partie du plan. Donc si tu trouves un taf de commercial où tu as une partie en commission et où tu peux multiplier ton salaire tous les mois par 2 ou par 1,5, bah, tu te diras, ok, j'aime pas particulièrement ce que je fais, par contre, je veux plus d'oseille et ça fait partie du plan. Voilà ce que ça te permettra de faire. Donc, ce que je te conseille, c'est tu viens de prendre une formation. Rookie Booster, c'est une super formation. Je te conseille vraiment de te concentrer dessus et de la faire. Encore une fois, arrête de te comparer par rapport aux autres. Compare-toi par rapport à toi. Il y a 2 ans, tu m'avais écrit, tu n'avais pas d'épargne, tu ne pouvais pas prendre une formation. Regarde aujourd'hui, tu as viré ton ex avec qui ça se passait mal, tu as payé tes dettes, tu es en train de te reconstruire un patrimoine, en train de te reconstruire une épargne. Moi, je trouve ça fantastique, je suis fier de toi. Et voilà, je te conseille vraiment de continuer comme ça. Et voilà, pars du principe que ça va être long. Sinon, tout le monde serait indépendant financièrement, tout le monde serait riche. Pars du principe que voilà, et prends du plaisir à le faire. Prends du plaisir dans tes biens immo, prends du plaisir à rénover ta première LCD. C'est le secret pour tenir, hein, de prendre plaisir sur le chemin. Le bonheur, c'est le chemin, l'oublie pas. Hein, c'est comment on construit ses actifs. Donc, si ton boulot te plaît pas, commence à chercher quelque chose d'autre. Et crois-moi, si tu fais quelque chose que t'aimes, tu seras toujours économiquement rentable. C'est sûr et certain. Donc, voilà ce que je peux te dire, mon petit Maxime. J'espère que ma réponse t'aidera. Et quant à moi, j'en ai terminé avec ce podcast, un peu plus court que d'habitude. Et c'était très agréable de répondre à vos questions. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin d'été. Je vous souhaite une bonne fin de mois d'août. Je vous souhaite une très bonne rentrée. N'hésitez pas à commenter, hein, lâchez-vous. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres questions pour un futur Allo Tonton. Quant à moi, je vous retrouve ici dans 15 jours. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.